Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une pile de documents qui décrivent une formation qui s'appelle le yoga des sophrologues. Hmm, Honnêtement, en voyant le titre, ma première réaction a été un peu sceptique. on peut comprendre, oui. Je me suis dit, tiens, encore une nouvelle tendance bien-être un peu hybride. On en voit tellement. Oui, le mélange des genres est à la mode. Mais en creusant, ce qui est vraiment intéressant, c'est le problème de fond que cette approche cherche à résoudre. Ah, et c'est quoi ce problème? On parle de ce sentiment que visiblement beaucoup de sophrologues connaissent, où la discussion, la relaxation guidée, tout ça, ça trouve ses limites. Oui, La personne est là, elle essaye vraiment, mais son mental, lui, il continue de mouliner. sans arrêt. La fameuse radio mentale, comme ils l'appellent dans les documents. Exactement. Et ça, c'est un vrai sujet. On touche aux limites des approches purement, disons, verbales ou basées sur la visualisation. C'est ça. La sophrologie, pour la redéfinir très simplement, c'est une pratique qui vise l'harmonie entre le corps et l'esprit. Oui, via la respiration, la Voilà. décontraction. Décontraction musculaire, visualisation positive. C'est très très puissant, mais ça se pratique souvent de manière assez statique, hein, assis ou allongé. Et pendant ce temps, la radio mentale peut continuer d'émettre à plein volume. Tout à fait. Du coup, la question que cette méthode soulève, c'est: et si, pour que le mental se calme enfin, il fallait d'abord que le corps soit un peu occupé? Voilà. L'idée de passer par le corps pour court-circuiter la tête. C'est une bonne image. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette proposition. Est-ce que c'est juste un simple ajout de posture de yoga ou est-ce qu'il y a une vraie philosophie derrière? À qui ça s'adresse aussi? Oui, et qu'est-ce que ça change concrètement dans une séance? C'est tout ça qu'on va explorer. Parfait. Ok, alors, commençons par le point de départ. Les difficultés concrètes des sophrologues, selon nos sources. Il y en a plusieurs qui sont listées. Mhm. Par exemple, ce sentiment que l'écoute, qui est pourtant le cœur du métier, peut devenir pesante, lourde. Ça se comprend. C'est beaucoup d'énergie. Oui. Et un autre point qui m'a semblé très très parlant, les baisses d'énergie dans les séances de groupe. Ah oui, ça c'est un vrai défi. Le sophrologue se retrouve à essayer de relancer une dynamique collective qui s'essouffle. Et ce point sur les groupes est essentiel. Il faut s'imaginer une salle avec 10-15 personnes. Si l'énergie collective retombe, le praticien ne peut pas faire du cas par cas. Non, c'est impossible. Il lui faut un outil qui remobilise tout le monde en même temps. Et là, le mouvement, c'est un levier incroyable. Les documents parlent aussi d'une pratique plus incarnée. C'est un terme qu'on entend beaucoup, c'est vrai, mais ici, il prend vraiment tout son sens. Il s'agit de sortir de l'abstrait, de la tête, pour aller vers la sensation physique. Pure. C'est-à-dire, face à des blocages profonds, le mental peut être un véritable mur. On tourne en rond. Le corps, lui, ne ment pas. Jamais. D'accord. En m'engageant dans un mouvement, un étirement, un équilibre, on force le cerveau à se concentrer sur l'ici et maintenant, sur la sensation. Et là, la radio mentale, elle perd soudain son signal. Donc, la promesse de cette méthode, qui s'appelle Yoga Sophro, c'est de créer une synergie. C'est ça, hein. Pas juste faire un peu de yoga puis un peu de sophro, mais vraiment de tisser les deux ensemble. Pour atteindre un lâcher-prise plus authentique, plus profond. Mais une méthode comme celle-là, ça dépend énormément de la personne qui l'a conçue, j'imagine, qui est derrière ce projet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la méthode est le reflet direct du parcours de sa créatrice, Mila Rivo. D'accord. On n'est pas du tout sur un collage opportuniste de deux disciplines à la mode. Pas du tout. Son profil montre une double expertise qui a mûri sur le très long terme. Oui, les documents sont assez détaillés là-dessus. Elle a commencé le yoga à 25 ans et elle ne s'est pas contentée d'un seul style. Non, loin de là. Elle a exploré le hatha, le yin, le vinyasa et même des approches très très pointues comme le yoga adapté au stress post-traumatique. Ce qui n'est pas anodin du tout. Non, elle a cumulé plus de 5000 heures d'enseignement, ce qui lui donne la certification 500 ERTRICREC. Ça veut dire quoi concrètement ce label? Alors pour le dire simplement, c'est un peu l'équivalent d'une ceinture noire dans le monde de l'enseignement du yoga. Ah d'accord. C'est un standard reconnu internationalement par l'organisme Yoga Alliance. Ça atteste non seulement de centaines d'heures de formation initiale, mais surtout de milliers d'heures d'expérience pratique. Sur le terrain. Donc c'est un gage de... C'est un gage de profondeur, de maturité dans la pratique et dans la pédagogie. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste fait un stage de 3 semaines en été. Je vois. Et à cette expertise très poussée en yoga, elle ajoute une deuxième casquette il y a une dizaine d'années. Oui, Elle devient sophrologue certifiée. Elle a aussi écrit un livre sur le stress post-traumatique et les solutions naturelles. Ce lien avec le trauma, ça me semble important, hein.
C'est fondamental. Le travail sur le trauma nous a appris une chose cruciale ces dernières années. On ne peut pas se contenter de parler d'un traumatisme pour le guérir. Le corps enregistre tout. Exactement. Le corps enregistre tout. Il garde la mémoire de l'événement. C'est ce que des experts comme Bessel van der Kolk appellent le corps n'oublie rien. Mhm. Le fait que Mila Rivo vienne de ce champ de compétences, ça montre que son approche est probablement très ancrée dans cette idée que le corps doit être inclus dans le processus de guérison, pour libérer ce que le mental seul ne peut pas atteindre. On est bien au-delà du simple bien-être là. Ah oui, complètement. Il y a d'ailleurs une citation d'elle dans les sources qui, je trouve, résume très bien sa philosophie. Ah oui. Elle dit emprunter le chemin du yoga, y ajouter la sophrologie, c'est avant tout un voyage de transformation. Si le yoga se résumait à prendre des postures, tout serait bien plus simple. Mais ces postures ouvrent la porte à une autre dimension. Cette phrase est la clé, vraiment. Elle nous dit que la posture, ce n'est pas le but, c'est le moyen. La poignée de porte. C'est une belle image, oui. La poignée de porte. Dans cette vision, le yoga met le corps en mouvement et il crée des événements internes. Des événements. Une tension, une chaleur, une difficulté, un soulagement. Et la sophrologie, avec ses outils d'écoute très fines des sensations, ce qu'elle nomme les phénomènes, eh bien, elle donne la méthode pour observer ce qui se passe derrière cette porte, sans jugement. C'est une exploration. Une exploration guidée de son propre paysage intérieur. Voilà. Ok. Pour rendre ça très concret, ça ressemblerait à quoi dans une séance? Est-ce qu'on parle de faire, je sais pas, une posture du guerrier? Oui, par exemple. Et au lieu de juste se concentrer sur les muscles qui tirent, le guidage du sophrologue inviterait la personne à observer la sensation de chaleur dans la cuisse, le petit tremblement peut-être? L'envie d'arrêter aussi. Oui, l'envie d'arrêter et d'accueillir tout ça comme des phénomènes à observer. C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur la synergie parfaite. Au lieu d'un prof de yoga qui dirait « tenez la posture, respirez », le praticien yoga sophro pourrait dire Oui, « pendant que vous maintenez cette posture, portez votre attention sur la sensation de force dans vos jambes. Accueillez-la sans la juger. Et si une pensée arrive comme « je n'en peux plus », observez-la passer comme un nuage et revenez à la sensation de vos pieds ancrés dans le sol. c'est beaucoup plus clair. On utilise la contrainte physique pour révéler les mécanismes du mental et on utilise les outils de la sophro pour apprendre à ne pas se laisser embarquer. Ok. La philosophie, c'est d'une transformation, pas juste une technique. J'imagine que ça ne s'adresse pas à n'importe qui, du coup. Non. Et c'est un signe de maturité de leur part, je trouve. Ils sont très, très clairs sur le fait que ce n'est pas une approche universelle. Qui est la cible alors? La cible principale, ce sont les sophrologues, ou d'autres thérapeutes qui ont déjà cette sensibilité-là. Un intérêt pour le yoga est un plus, mais ils précisent que tous les niveaux sont les bienvenus. Mais c'est surtout l'état d'esprit qui compte d'après ce que je lis. Voilà, c'est ça qui est le plus révélateur. Et aussi de ceux pour qui ce n'est pas fait. J'ai trouvé ça très honnête en fait. Ah oui, ça c'est très important. Ils le disent clairement, ce n'est pas pour ceux qui veulent des postures clés en main à appliquer sans réfléchir. Ou une recette miracle à copier-coller. Exactement. Et surtout, ils ajoutent que ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas prêts à questionner leur propre posture d'accompagnant. Qu'est-ce que ça implique? Le message sous-jacent est « On va vous donner un outil puissant, mais cet outil va d'abord vous transformer vous-même. C'est un engagement personnel. Ce n'est pas juste l'achat d'une nouvelle compétence sur un catalogue. Ça demande de l'humilité. » De l'humilité et une vraie envie de cheminer, absolument. On le retrouve bien dans les témoignages qui sont cités. Il y en a un qui m'a particulièrement frappé, c'est celui de Nathalie. Elle dit « Tout est pensé pour les sophrologues. Je me suis sentie respectée dans mon métier. » C'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur les craintes que peuvent avoir ces professionnels? Ça nous dit qu'ils ont probablement peur d'une chose, la dilution de leur identité professionnelle. D'accord. Pensez-y, ils ont investi du temps, de l'argent pour devenir sophrologues. Ils ont leur cadre, leurs outils, et ils ne veulent pas qu'une formation de yoga vienne balayer tout ça en leur disant « Oubliez tout, voici la vraie méthode ». Ce serait vécu comme une invalidation. Exactement. Ce témoignage suggère que l'approche yoga-sophro ne cherche pas à remplacer la sophrologie, mais à l'augmenter, à lui donner de nouvelles jambes, littéralement. C'est une extension, pas une négation. Voilà. Et ça, c'est crucial pour l'adhésion des professionnels. Il y a un autre témoignage, celui de Sandrine, qui résume bien la promesse de base. Le fait de passer par le corps a tout changé pour moi. Moins de mental, plus de présence. On revient au problème de départ. Toujours. Mais alors, comment est-ce qu'il propose de découvrir tout ça concrètement?
On ne s'engage pas dans une telle transformation sur la base d'une simple brochure, j'imagine. Non, bien sûr que non. Et leur manière de présenter la méthode est assez habile. Ils proposent un training gratuit en ligne, D'accord. sur 3 jours, du 26 au 28 janvier 2026. L'idée, c'est une sorte de try before you buy, Tester avant d'acheter. mais centré sur l'expérience personnelle. Et la structure même de ce training, elle raconte une histoire. Elle révèle toute leur pédagogie. Au lieu de nous faire un long descriptif jour par jour qui pourrait ressembler à une publicité, expliquez-nous plutôt la philosophie derrière cette progression en 3 temps. Leur approche est simple et très très intelligente. Jour 1, le mot d'ordre c'est ressentir. On commence par la pratique. Toujours. On ne commence pas par la théorie, par le blabla, on commence par la pratique. L'idée est de faire vivre l'expérience de l'intérieur, de goûter à cette fameuse vivance. Un terme de sophrologie, ça. Oui, qui désigne simplement l'expérience vécue et ressentie dans l'instant. Ok. Jour 1, jour 2. Comprendre. Une fois qu'on a ressenti des choses, on peut commencer à mettre des mots dessus. C'est le comment ça marche, la technique. Oui, comment guider, comment assurer la sécurité, comment tisser les deux approches avec fluidité. Et enfin, le 3e jour. Jour 3, intégrer. C'est le moment de la projection. Ok, j'ai ressenti, j'ai compris, maintenant, qu'est-ce que j'en fais dans ma propre pratique? Comment ça peut enrichir mes séances? C'est une sorte d'entonnoir. C'est un entonnoir parfait qui part de l'expérience brute pour arriver à l'application professionnelle concrète. Très bien pensé. Et tout ça est encadré par une structure qui se veut sérieuse. Les documents mentionnent que l'organisme de formation, S-Coupe, est certifié Calliope. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça garantit, ce label? Calliope, c'est en quelque sorte le label de qualité officielle de la formation professionnelle en France, délivré par l'État. C'est un gage de sérieux. Oui. Pour l'obtenir, un organisme doit prouver qu'il respecte un cahier des charges très très strict sur la clarté de l'information, la qualité des processus pédagogiques, la qualification des formateurs. Ce n'est pas rien. En bref, ça veut dire que ce n'est pas une formation improvisée dans un garage. C'est une garantie de sérieux et ça permet aussi souvent des prises en charge financières, ce qui est important pour les professionnels. C'est un signal fort. Si on fait la synthèse, la méthode Yoga Sophro de Mila Rivo se présente vraiment comme une réponse très structurée à un besoin réel des sophrologues. Celui de mettre plus de corps. Oui, et mettre plus de corps dans leur pratique pour apaiser le mental. Ce qui ressort, c'est que ce n'est pas un gadget, mais une intégration profonde qui demande un vrai engagement de la part du praticien. C'est ça. La philosophie de fond, c'est que le corps et l'esprit ne sont pas deux choses séparées qu'il faudrait réconcilier. Mais un seul et même système. Exactement. Un seul et même système. Le mouvement dans cette optique n'est pas une distraction pour le mental, c'est un autre langage pour dialoguer avec lui. Un langage plus direct, peut-être? Beaucoup plus. Là où les mots et les visualisations peuvent parfois tourner en rond, le langage du corps, lui, est direct. Il est sans filtre. C'est un complément qui semble incroyablement pertinent pour des pratiques qui, historiquement, ont peut-être un peu trop privilégié la tête. En refermant ces documents, ça laisse avec une question qui va bien au-delà de la sophrologie, en fait. Ces sources se concentrent sur ce mariage spécifique entre yoga et sophro. Mais ça nous interroge sur toutes les formes d'accompagnement. En thérapie, en coaching? Oui, en thérapie, en coaching, même en management. La question c'est, à quel moment les mots ne suffisent plus? C'est une excellente question. À quel moment est-ce que le simple fait de se lever, de marcher, de bouger son corps devient un allié plus puissant pour débloquer une situation que n'importe quel beau discours? C'est une piste de réflexion qu'on devrait tous garder en tête.